Pendant de nombreuses années, les récits historiques suggéraient que les Vikings avaient seulement atteint la côte nord-américaine sans jamais explorer plus loin à l'intérieur des terres. Cependant, des preuves issues de l'ADN ancien, d'artefacts et de l'ingénierie contestent désormais ce récit uniquement côtier. Cela suggère que les Norrois auraient pu pénétrer loin dans l'actuel état de New York des siècles plus tôt qu'on ne le pensait. Comment des preuves aussi substantielles ont-elles pu rester cachées si longtemps? Et quelles sont les implications si le récit accepté manque d'une section complète? La solution commence par un nouvel examen de nos compréhensions antérieures. Le récit de l'exploration norroise en Amérique du Nord provient de quelques sagas et d'un seul site exposé situé à la périphérie du continent. Selon les sagas islandaises, les marins vikings, sous la direction de Leif Erikson, ont voyagé vers l'ouest depuis le Groenland vers l'an 1000 de notre ère, arrivant sur des terres inconnues qu'ils nommèrent Vinland. Pendant des centaines d'années, ces récits ont existé de manière isolée, en partie mythe et en partie conjecture, manquant de preuves tangibles pour les établir fermement sur le territoire nord-américain. Cette situation a changé dans les années 1960, lorsque des archéologues ont mis au jour les vestiges d'une ancienne colonie à Lands-aux-Meadows, située à l'extrémité nord de Terre-Neuve. Des fouilles ont mis au jour des habitations aux murs de tourbe, des fixations en fer et le laitier distinctif d'une forge norroise. Les méthodes de datation en radiocarbone ont daté l'activité entre 990 et 1050 de notre ère, s'alignant précisément avec les récits des sagas. Cette découverte a vérifié que les Vikings avaient en fait traversé l'Atlantique. Cela a établi la première et unique présence européenne précolombienne confirmée dans les Amériques. Néanmoins, les découvertes à Lands-aux-Meadows sont remarquables autant par leurs contraintes que par ce qu'elles révèlent. Le site est modeste, ne comprenant que 8 structures regroupées, indiquant une habitation de courte durée. Il n'existe aucun récit écrit des Norrois eux-mêmes, seulement les sagas enregistrées en Islande plusieurs siècles plus tard. Les objets récupérés, rivets de bateaux en fer, une épingle de cap en bronze et des outils de base, impliquent une communauté équipée à la fois pour le voyage maritime et la subsistance. Pourtant, ils fournissent peu de preuves concernant la mesure dans laquelle ces explorateurs ont voyagé au-delà du littoral pendant de nombreuses décennies. Pendant des décennies, les chercheurs se sont appuyés sur ce campement côtier, ainsi que sur les récits des sagas, pour délimiter l'étendue de la présence norroise en Amérique du Nord. La vision dominante soutient que les voyages norrois étaient brefs, confinés aux zones côtières de Terre-Neuve et du Labrador, et qu'aucune preuve n'existe de leur pénétration à l'intérieur des terres. Ce cadre a influencé les textes éducatifs, les expositions muséales et la perception du public pendant des générations, établissant une distincte limite pour l'étendue de l'influence norroise dans les Amériques. Cependant, avec l'avènement de nouvelles découvertes et technologies, la fiabilité de cette chronologie historique est maintenant subtilement remise en question. Avant que les chemins de fer ou les routes principales ne s'étendent à l'intérieur des terres, les rivières divisaient naturellement le continent en voies. Le fleuve Saint-Laurent, par exemple, s'étend à l'intérieur des terres depuis l'Atlantique, reliant les grands lacs, et, via des rivières et des lacs plus petits, atteint le cœur de l'actuel État de New York. Pour les explorateurs du Nord, ces routes aquatiques n'auraient pas présenté d'obstacles. Au lieu de cela, elles offraient des avantages. Les dracars vikings étaient construits à des fins allant au-delà de la simple navigation en eau libre. Leur faible tirant d'eau, parfois aussi peu qu'un demi-mètre, leur permettant de naviguer sur des rivières qui auraient échoué des navires plus grands, lesquels étaient construits avec des planches superposées et renforcés par des rivets en fer. Ces navires, bien que pesant jusqu'à 20 tonnes, restaient suffisamment légers pour que leurs équipages puissent les transporter par voie terrestre si nécessaire, une méthode connue sous le nom de portage. En Scandinavie, les chemins de portage étaient cartographiés et nommés, et les sagas racontent que les navires étaient tirés entre les fjords et les lacs pour contourner des rapides périlleux, ou des sections de terre ferme. Le professeur Henrik Larsson, archéologue maritime, met en lumière les premières cartes portulan françaises qui illustrent des voies navigables, s'étendant du golfe du Saint-Laurent loin à l'intérieur du continent. Les Vikings, précise-t-il, auraient reconnu ces mêmes passages fluviaux. Leurs navires étaient conçus précisément pour de tels voyages, côtiers, fluviaux et même terrestres si nécessaire. Les populations indigènes utilisaient déjà ces rivières pour le commerce et les voyages depuis des millénaires. Les recherches archéologiques confirment que les rivières Saint-Laurent, Mohawk et Hudson ont créé un système interconnecté, reliant le littoral atlantique à l'intérieur des terres. Canoës et navires de charge transportaient des marchandises, des personnes et des histoires le long de ces chemins, en faisant certaines des artères les plus actives. En Amérique du Nord précolombienne, la possibilité d'un voyage viking à l'intérieur des terres n'est pas fondée sur la fantaisie, mais sur les aspects pratiques de la construction navale et de la géographie. Avec le navire approprié et la connaissance du terrain, un groupe résolu pouvait s'aventurer bien au-delà de la côte.
Les rivières sinueuses et imprévisibles présentaient à la fois un défi et un guide pour ceux qui étaient prêts à les suivre. L'intérieur n'a jamais été véritablement hors de portée. Dans un coude tranquille de la rivière Mohawk, un fragment sombre et vitreux repose sur une étagère de la Société historique locale. Du laitier, un résidu de la fusion du fer, son existence ici, à plusieurs centaines de kilomètres de la côte de Terre-Neuve, a déconcerté les enquêteurs pendant des décennies. La datation au radiocarbone l'attribue au XIIe siècle, une époque où les communautés indigènes prospéraient le long de ces voies navigables et avant toute arrivée européenne documentée. La composition chimique du laitier ne correspond pas aux techniques de fusion indigènes connues, ni n'est-elle compatible avec l'industrie coloniale ultérieure. Au lieu de cela, elle présente une forte ressemblance avec les vestiges trouvés dans les forges vikings, comme celle excavée à Landsomidose, à proximité. Une attache en fer rouillé, serrée dans le style utilisé pour fixer les navires vikings, a été découverte lors d'un examen de routine de la berge. La conception du clou est unique, sa tête martelée, à plat et repliée, une technique répandue dans la construction navale viking, mais étrangère aux pratiques de construction indigènes ou coloniales dans cette région. Aucun débris de navire n'a été découvert, seulement le clou lui-même, détaché de son origine par des siècles de limon fluvial et de berges changeantes. De tels artefacts suscitent des interrogations que l'histoire documentée ne peut résoudre. Pour Madame Ayla Redbird, historienne Mohawk et gardienne des traditions orales, la voie navigable préserve des souvenirs plus anciens que tout artefact. Elle raconte des histoires transmises à travers les générations, des récits d'individus inconnus arrivant par l'eau, dont la peau était aussi claire que l'écorce de bouleau, et des outils qui brillaient au soleil. Ces récits omettent les noms des visiteurs et ne s'attardent pas sur leur destin. Pourtant, leur présence résonne dans tout l'environnement, porté par les eaux courantes. On s'en souvient lors des rassemblements hivernaux autour des feux. Les preuves tangibles et les histoires orales s'alignent rarement avec une telle précision, surtout en l'absence de récits écrits. La combinaison d'un clou artisanal, d'un déchet industriel et de récits racontés en langue Mohawk indique une interaction que les chronologies historiques établies ignorent. Néanmoins, des incertitudes persistent. En l'absence de vérification rigoureuse en laboratoire, ces indicateurs appellent à un examen approfondi et nécessitent une explication au-delà du simple hasard. La quête de réponses définitives se tourne désormais vers l'enquête scientifique. Dans un laboratoire équipé de postes de travail immaculés et de séquenceurs génétiques bourdonnants, d'anciens matériaux génétiques pourraient encore fournir les solutions que les reliques et les souvenirs seuls ne peuvent offrir. Un échantillon de carottes solitaires de sédiments anciens du lit de la rivière, provenant d'Albany, New York, est devenu le point central d'une controverse scientifique qui couvait depuis de nombreuses années. Le docteur Elisa Gomez, archéologue moléculaire, reconnu pour ses efforts méticuleux avec l'ADN compromis, a dirigé un groupe chargé de récupérer des informations génétiques des strates les plus profondes et intactes de la carotte. La méthodologie employée était le séquençage Illumina, à lecture ultra courte. Une technique développée pour récupérer même les fragments les plus minuscules et brisés de code génétique à partir de spécimens datant de centaines d'années. Après des mois d'examen diligent, le groupe de recherche a identifié une indication subtile mais indéniable. Un segment d'ADN mitochondrial classé comme haplogroupe HM82. La datation au radiocarbone effectuée sur les sédiments adjacents a déterminé que son dépôt s'était produit vers 1080, avec une marge de 30 ans, plusieurs siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. Cette séquence génétique ne correspondait à aucun profil génétique autochtone ou colonial européen ultérieur reconnu. Au contraire, elle présentait une forte similitude avec des lignées génétiques découvertes en Scandinavie médiévale, en particulier celles liées aux communautés nordiques, prévalentes pendant l'ère viking. Le docteur Gomez a caractérisé l'instant de cette découverte comme étant à la fois passionnant et stimulant. Dans une conversation enregistrée, elle a précisé « Nous avons méticuleusement examiné toutes les sources potentielles de contamination. Les échantillons de contrôle étaient impeccables. L'ADN est ancien et son motif unique correspond à ce qui est observé en Scandinavie de l'âge viking. Bien que cela représente une donnée isolée, son authenticité est indéniable. En quelques semaines, ces découvertes ont suscité une vague de débats universitaires. Un certain nombre de chercheurs ont demandé des réplications supplémentaires, tandis que d'autres ont concédé que même un seul fragment génétique ne pouvait être facilement ignoré. Pour la toute première fois, l'enquête sur une présence nordique à l'intérieur des terres a transcendé le simple fait d'être une question de découverte archéologique ou de tradition orale. La preuve génétique, malgré sa rareté, a présenté une nouvelle forme de corroboration
Un témoignage inscrit non pas dans la roche ou le métal, mais dans le plan même de l'existence. Actuellement, l'exactitude scientifique exige que les affirmations exceptionnelles soient étayées par des corroborations exceptionnelles. À mesure que les avancées technologiques affinent notre perspective sur l'histoire, même les mythes chéris sont confrontés à des questions difficiles. Le véritable récit de l'Amérique ancienne pourrait rester caché, mais chaque nouvel instrument fait progresser notre compréhension. La quête de la vérité est une entreprise continue.